Bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine toulousain, Toulouse et vous, un magazine qui parlera culture, société, politique, entrepreneuriat, Cédric. Oui, en effet, bonjour Alex, bonjour à vous qui nous regardez donc pour cette nouvelle aventure. Une aventure d'ailleurs qu'on ne mène pas tout seul parce qu'il y a plein de partenaires. On va remercier d'ailleurs pour les moyens techniques la Recbox. Exactement, la Recbox qui est là. Ils nous ont fait un cadre mais magnifique. On va demander à la régie, on peut avoir un général juste pour montrer. Vous avez pas vu comment c'est beau? Totalement, un cadre incroyable, une vitesse hallucinante et merci beaucoup à toute l'équipe de Recbox parce que c'est très très bon travail, on est très content d'être là. Et tu avais trouvé un très bon truc juste avant le lancement. Ouais, je disais voilà, Toulouse et vous, comment dire, on va essayer de vous proposer un peu de découvrir ce qui se passe à Toulouse et alentour à tous les niveaux. Donc moi j'ai envie de dire, Toulouse et vous, regardez-nous parce que surtout regardez-vous. Regardez-vous, exactement. Et on va passer aux sorties. On a envie de parler un petit peu sorties à Toulouse. Avec notre partenaire, notre premier partenaire de Toulouse et de l'émission. Pinkin, qui est avec nous tout de suite avec... Mais c'est quoi Pinkin? Pinkin, c'est une application qui mais propose les meilleures sorties. Léo va nous expliquer. Léo arrive à nous en parler. C'est tout de suite. Léo Harry est avec nous. Voilà, pour la chronique Baladez-vous. Exactement, on va parler sortie avec Pinkin. Pinkin, c'est un produit 100% toulousain, une application qui référence les soirées à Toulouse, on référence les bars, les boîtes de nuit et ce qui se passe à l'intérieur. Et notre plus-value à nous, c'est qu'on vient aussi partager les ambiances en direct via les utilisateurs qui sont sur place et qui viennent partager des vidéos. Et donc le but pour toi, c'est un peu de découvrir les ambiances à droite à gauche et de découvrir des styles de musique qui vont te correspondre ou une influence qui va te correspondre selon si tu as envie de faire une grosse fête ou tu as envie de plutôt être tranquille avec ton date. Ça, c'est toi qui vois. Donc l'application va te servir en fait à avoir une vision sur tout ce qui se passe dans Toulouse d'un point de vue festif. Par contre, on va juste préciser une chose de ce qu'on a compris de Pinkin. En plus, alors quand on se dit ça, les gens s'imaginent voilà, ils vont nous proposer les soirées bling bling des gros bars toulousains et des grandes salles et qu'ils ont des partenariats, mais ils vont pas forcément parler des petites choses qui se passent. Alors que si j'ai bien compris, non, Pinkin c'est Big Brothers, Pinkin est partout. C'est ça, tout à fait. Depuis le début, on est partout. Depuis notre lancement, on est partout. On va faire du petit bar sur un karaoké. Quand, d'ailleurs ça a commencé. L'idée, le projet a vraiment commencé il y a 3 ans. L'application est sortie il y a 1 an. On l'a développé en interne. Donc moi, j'avais pas les compétences, donc il a fallu m'entourer. Donc ça a pris du temps. Et un produit de cette envergure qui est développé en interne, ça prend beaucoup de temps. Du coup, il y a eu 2 ans et demi de développement. Et on a fait une belle soirée à la voile blanche pour fêter ça. C'était un chouette moment. Et donc du coup, pour revenir sur ta question, le projet Pinkin, je dirais même il y a 4 ans, la société a été créée il y a 3 ans et l'application est disponible depuis 1 an. Ouais, donc du coup, pour les gens qui n'ont pas de portable, où c'est qu'on peut sortir cette semaine, Léo? Alors pour les gens qui n'ont pas de portable, c'est très rare, mais bon, on va faire comme si. Alors je vous propose ce jeudi 24 octobre, il y a une grosse soirée, c'est Halloween en avance, sur 2 événements dont je vais vous parler. Donc le premier, c'est la Halloween Student Party sur le complexe de Sesquières. C'est un événement colossal qui va réunir 3 clubs, le Zapata, l'Arena et le Nine. Donc ça fait vraiment un très grand espace, je pense qu'on parle de 3-4 000 m2, dédié aux étudiants. Et sur cette soirée-là, il y aura 7 gros DJ de la scène toulousaine qui sont plutôt spécialisés sur l'urbain et l'open format, donc le généraliste. Pour les citer, on va avoir Jaja, Brolens, William, Mansi, DJ Tai, Tom Mojo, Ozen. Et on a aussi un Montpellierin qui vient, c'est Crooner. Et c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les étudiants et étudiantes de Toulouse. Donc ça, c'est le premier événement, donc le jeudi 24 octobre sur le complexe de Sesquières. Ensuite, toujours dans le mode Halloween en avance, on a le samedi 26 octobre dans un autre style musical, la hard music, je sais pas si ça vous parle. Alors moi, il y a une forme de hard qui me parle, mais bon, c'est pas le même. Voilà, c'est marqué dessus. Mais du coup, la hard music. Parce que je pense que c'est lié. De la tech, des trucs, non? C'est ça, c'est ça. Qui tapent, ouais. Mais les puristes, attention, il faut pas parler de tech à des puristes de hard music. On va avoir sur du up tempo, c'est vraiment de la musique qui tape beaucoup. Et donc du 240 BPM, quoi. Ouais, ça monte très haut. Ça monte très haut. Et là, pour le coup, ça sera à l'Arena, qui est l'un des complexes pour ce style de musique-là à Toulouse, qui est assez connu. Et donc, il y aura plusieurs pointures au niveau DJ, dont un international qui est Radical Redemption,
La soirée va démarrer à 23h et se terminera à 5h30 et vous pourrez trouver les billets sur les réseaux sociaux directement de l'Arena. Si on n'aime pas la techno, si on n'aime pas... Enfin, la hard, pardon. Je vais pas me faire taper dessus. T'as d'autres propositions pré-Halloween ou... J'ai une dernière proposition, cette fois-ci elle est pas d'Halloween. C'est le rendez-vous mensuel pour les amoureux de la musique hip-hop, afro, amapiano. Donc là on va parler des Aphrodite et c'est leur session full black. Donc le principe, tu viens, tout le monde est habillé full black. Et c'est leur je sais plus combienième rendez-vous, mais en tout cas ça fait plus d'1 an qu'ils existent et qu'ils font des événements une fois par mois. Ils sont pour l'occasion 3 DJ et un MC. Donc si vous êtes un amoureux de ce mood-là, c'est vraiment une soirée à pas rater. C'est une ambiance, pour ceux qui aiment ce style de musique-là, une ambiance qui est super cool à partager. Donc je vous invite à y aller, ça se passera à l'Étoile du coup, le vendredi 25 octobre. Merci Léo, Harry d'avoir été avec nous. Avec plaisir, à la semaine on se prochaine. retrouve pour le prochain épisode, bien sûr. Là on va parler maintenant, vous avez créé une application, il y a du business aussi dans la création de tout ça, une entreprise. On va parler business justement. Et entrepreneuriat avec Briziel. Comme ça, petit jingle. Petit jingle, bien évidemment. Et nous continuons dans Toulouse et vous. On parle cette fois-ci de business, d'entrepreneuriat. Et nous avons avec nous Brice Diallo, qui est là, jeune entrepreneur, j'ai envie de dire, sans tomber dans le même, qu'on a pu voir pendant des années sur les réseaux sociaux. Bonjour Brice. Bonjour. Alors je voulais te recevoir parce qu'on s'est connus il y a 2 ans. Et tu étais, on va parler de ton parcours, de pâtissier, tu es passé à entrepreneur, seul, pas seul. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Tu es dans l'immobilier, mais pas que. Tu as ouvert par exemple récemment une laverie à Saint-Georges, moderne, 2.0. Il va nous expliquer ou tu vas nous expliquer toi? Il va nous là. C'est pour ça que Cédric est là aussi. Bon. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie et entrepreneurial? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, on s'est rencontrés il y a 2 ans, donc au sein d'une agence qu'on peut peut-être citer, je ne sais pas. Non, on va pas la citer. Non, bon, voilà, on s'est rencontrés dans un contexte immobilier, mais c'est vrai que j'ai pas toujours été dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en fait très tôt à travailler. J'ai pas fait de longues études. J'étais pas le meilleur à l'école, donc en troisième, je me suis orienté vers une voie professionnelle, sous les conseils de ma conseillère d'orientation. Je suis donc rentré chez les Compagnons du Devoir en tant que pâtissier, donc en apprentissage, en alternance. De là, j'ai travaillé, je faisais des cours à côté, puis j'ai passé mon CAP. Et en fait, le principe de cette formation, c'est de se former à travers le voyage. Donc petit à petit, je me suis retrouvé en Angleterre, donc expatrié pendant 6 ans, où j'ai été chef pâtissier là-bas. Et puis là, j'ai commencé à ce moment-là à m'intéresser à l'immobilier, à me former aussi de mon côté. Ensuite, en revenant en France, j'ai vraiment sauté les deux pieds dans le monde de l'immobilier. Et en parallèle, forcément, donc en tant qu'indépendant, puis en parallèle, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai lancé ma première laverie automatique dans le centre-ville de Toulouse. Mmh. Et t'as juste 30 ans. C'est quoi la suite? Tu sais déjà ce que tu vas faire après? Alors la suite, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets parce que j'aime à penser que je suis un rêveur, mais je trouve que c'est bien, même si des fois on rêve un peu trop grand. Ça permet toujours d'ouvrir un petit peu le champ des horizons. Donc, il y a plein de projets par la suite. Énormément de projets. Je vais pas tout dire parce que vous allez me prendre pour un fou, mais voilà, en tout cas, ça reste des ambitions. On n'est pas obligé de les atteindre, mais ça motive. C'est un moteur au quotidien, en fait. De façon, les projets fous qu'on voit, ce qui peut se développer. Certains ne vont pas y aller parce que on se dit, s'ils y vont pas, c'est soit une très mauvaise idée, soit ils s'y sont mal pris, soit ils n'ont pas eu de chance. Est-ce qu'il y a de la chance justement aussi dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que si tu suis vraiment une ligne, forcément ça va marcher? Alors, je pense qu'il y a toujours une part de chance dans la vie de manière générale. Aujourd'hui, si on est né en France, à Toulouse ou autre, on a quand même une forme de chance par rapport à d'autres pays, du tiers-monde notamment. Donc, il y a toujours une part de chance. Et ensuite, la chance se provoque. À mon sens, dans 70% des cas, on peut la provoquer de par nos actions, de par les relations qu'on entretient aussi avec les personnes autour de nous. Je pense que si on est foncièrement bon de manière générale, qu'on essaye de faire notre mieux à chaque fois, de donner un maximum de valeur. À ce moment-là, on recevra notre part à un moment donné, tout simplement.
Mais justement, on peut se poser la question, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Parce que bon, c'est pas une question de compétence en termes de travail. Je veux dire, on peut très bien être un excellent pâtissier, un excellent agent immobilier, un excellent lavandier. On va inventer un mot. Voilà. Un lavomaticien, voilà, on peut être un excellent lavomaticien. Mais c'est pas pour autant qu'on a le côté entreprendre aussi. Parfois, c'est être seul. Voilà, on n'a pas le patron derrière, on n'a pas tout un staff on se retrouve tout seul face à sa recherche de clients, face à sa recherche de business. Donc, déjà, 2 questions. Est-ce que c'est facile? Et en même temps, est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat ou pas? Alors, c'est 2 très bonnes questions. Pour répondre de manière synthétique à la première, non, c'est pas du tout facile. Au contraire, c'est très dur. Et je pense que c'est pour ça que c'est un chemin qui est pas forcément emprunté par beaucoup de personnes, parce que ça convient pas à tout le monde. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de sous-métier de manière générale, ou entrepreneur, c'est particulier, c'est très solitaire. On est très seul. Et il faut savoir aussi se motiver, il faut avoir une forme de self-discipline, d'autodiscipline au quotidien, parce qu'on n'a personne derrière nous pour nous dire, bon, il faut se lever, on peut se lever à 11h, midi tous les jours si on le souhaite. Tu as dit que tu étais un doux rêveur, que tu avais plein de projets et tout. Il y a une branche dans laquelle tu es sûr que tu iras jamais. Bon, même s'il faut jamais dire jamais. Alors, il faut jamais dire jamais, effectivement. Est-ce qu'il y a une branche dans laquelle j'irai jamais? Ce serait peut-être... tout ce qui est contenu, là il y a une tendance. Ouais, vas-y. C'est un peu informel, mais il y a une tendance qui se développe en ce moment, de par l'argent entre guillemets facile qui n'existe pas. Tout ce qui est management, OnlyFans, ce genre de choses. Bon, moi c'est vraiment un univers qui me botte pas forcément pour des raisons éthiques. Donc j'irai pas en tout cas dans cet univers-là. Quelles sont les contraintes que tu rencontres le plus, toi personnellement, dans l'entrepreneuriat? Alors il y en a plusieurs. Je dirais que la première, ça va être c'est pas forcément le service. On a l'impression des fois que le service, par exemple des salariés de manière générale, vont apporter un service pour leur entreprise qui va être bénéfique pour des clients. Et donc souvent, moi je l'ai aussi vécu en tant que salarié. On peut se dire en fait je pourrais le faire moi-même. Je pourrais le faire moi-même, c'est pas si compliqué. Mais en fait, c'est très compliqué. Et la difficulté, elle n'est pas dans le service qu'on apporte. Ça, c'est de la compétence et ça s'apprend. Ça va être plus dans la recherche de clients. Ce qui est très dur dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver des clients. Et dans le business de manière générale. C'est pas tellement la compétence. La compétence, on l'acquiert au fil du temps. Trouver des clients, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de relationnel. Il faut se faire un réseau, il faut savoir se vendre. Donc, c'est vraiment pas évident. Justement, pour les gens qui regardent Toulouse et vous, dedans, doit y avoir des gens qui entreprennent, doit y avoir des gens qui ont envie d'entreprendre. Quelqu'un qui a envie d'entreprendre, quel conseil tu lui donnerais de choses à faire, absolument pas faire? D'accord. Alors, je dirais que le premier conseil, ça se passe beaucoup dans la tête. C'est un petit peu comme le sport, en fait. Très souvent, quand on prend des nouvelles résolutions en janvier de l'année en cours, on se dit on va aller à la salle de sport et on voit que la motivation, en fait, il y a un déclin tout simplement avec le temps, ce qui est complètement normal. À mon sens, il y a vraiment un travail en amont à faire sur son état d'esprit. Le sport, c'est un bon moyen d'être régulier dans le sport ou d'être régulier dans une activité, peu importe l'activité. De se mettre des paliers, de travailler sur son autodiscipline. Pour moi, c'est un moyen qui est très important et qui est indispensable en fait dans l'entrepreneuriat. Sinon, on peut très facilement, comme on a personne derrière nous, se laisser vivre en fait, tout simplement. Et ensuite, il y a des contraintes financières qui arrivent, qui sont souvent en différé. Et là, ça fait un peu plus mal quand on se confronte à cela. Qu'on appelle l'URSSAF. Tout à fait. Jamais. Non mais Alex, t'as bien choisi tes invités, parce que moi déjà, ils viennent me donner une idée de projet. J'ai monté des pâtisseries éphémères au mois de janvier à côté des salles de sport. Comme ça, t'as pris les bonnes résolutions, tu passes devant la pâtisserie et tu dis, hop, c'est bon, salle de sport, hop. Il y a peut-être un concept, effectivement. Fais péter le Fénétra, spécialité toulousaine, exact. Si vous ne connaissez pas, voilà. Fénétra protéiné. De la chocolatine, bien évidemment. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Brice Diallo, pour terminer cette entrevue? Alors, on peut me retrouver tout simplement sur les réseaux sociaux. Je suis assez présent depuis quelques temps maintenant. Donc, sur mon compte Instagram, Brice-imo-invest, voilà, où je partage du contenu sur l'immobilier, sur le mindset, l'état d'esprit de manière générale, et également des astuces et des biens aussi que je peux proposer dans mon accompagnement dans le conseil en investissement immobilier, en parallèle des laveries.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans Toulouse et vous. Merci d'avoir été le premier invité de Business et vous. C'est un plaisir, merci beaucoup. Et on passe à la suite dans Toulouse et vous. Et nous continuons avec Social et vous dans Toulouse et vous. Et nous avons avec nous Salah Mokrane qui est là. Bonjour. Bonjour. Ça là qu'on va présenter sur le côté social, mais qui même va bientôt devenir il capo des Social et vous. Exact. S'il est d'accord à la fin de cette entrevue, il rejoindra bien évidemment l'équipe Ce sera avec plaisir. de Toulouse et vous. Origine contrôlée, tactique collectif. Est-ce que on va se dire on se connaît très bien, peut nous parler de tactique collectif? Tactique Collectif, c'est un acteur culturel toulousain, un acteur aussi de l'éducation populaire. Donc on est depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années présent à Toulouse et notamment sur les quartiers nord de la ville. Voilà, on fait un travail assez important d'accompagnement de projets, de soutien aux projets, de programmation culturelle sur les projets. Et on travaille aussi beaucoup sur les questions de mémoire, de comment on va se raconter ensemble et de mettre en valeur le récit de la diversité dans notre belle ville, mais aussi à l'échelle du pays. Donc, on a produit des expositions, des publications, et voilà. Et on organise aussi, parce qu'on aime beaucoup ça, des événements culturels et notamment des festivals, quoi. Exact. Voilà. Dont notamment le festival Origine Contrôlée depuis combien d'années déjà, Origine? Eh ben, c'est la 21e édition 21e. cette année. Ouais, 21e édition du festival Origine Contrôlée, qui est un festival qui a beaucoup navigué dans la ville, à Toulouse, et qui a trouvé depuis maintenant presque 10 ans, s'est implanté dans le quartier des Isards. Alors l'idée, c'était important pour nous, en étant dans le quartier des Isards, de dire que c'était pas un festival de quartier. Nous, ce qu'on défend comme idée, c'est que les quartiers, comme le quartier des Isards, qui sont des quartiers populaires, sont des quartiers dans la ville. Donc, Origine Contrôlée, le festival, il est aux Isards, mais c'est un festival toulousain pour l'ensemble de la ville. C'est pas une fête de quartier. Et c'est un festival dans lequel on a, à travers une programmation artistique, essentiellement, beaucoup musicale, mais pas seulement, et une programmation de rencontres et de discussions. En fait, on est, j'ai envie de dire, sur une dynamique pour échanger autour des questions de mémoire et de société. Moi, je pense qu'on peut pas comprendre la ville et le monde qui nous entoure si on regarde pas un petit peu derrière nous pour voir comment on en est arrivé là. Pourquoi Toulouse ressemble à Toulouse tel qu'il est ou tel qu'elle est aujourd'hui. Oui, et puis en plus, ça permet aussi d'échanger sur les mémoires les uns les autres et de s'apercevoir que c'est marrant, mais contrairement à ce qu'on nous laisserait croire ces temps-ci où on oppose les gens, les mémoires s'entrecoupent, j'ai envie de dire. En fait, oui, effectivement, en ce moment, on a des discours qui tendraient à nous faire croire que l'immigration n'est pas une chance pour la France, que la France n'est pas un pays d'immigration. C'est faux. C'est absolument faux. Nous, on le démontre mais on essaie de le démontrer pas seulement à partir d'un point de vue. C'est ce qui est important quand on est dans la démarche dans laquelle on est là, c'est quand on fait des expositions. En ce moment, on a l'exposition Portrait de France, qui est une exposition qu'elle a à MJC d'Ampalo, par exemple, du Pont des Demoiselles, de la Révolution française à nos jours, une galerie de portraits de Français venus d'ailleurs, dans toutes les disciplines, depuis les arts, la politique, le sport, et l'idée c'est ça, c'est de démontrer que dans l'expo par exemple il y a Severiano de Heredia. En 1879, il est président du Conseil de Paris, ce qui équivaut à être le maire de Paris. Il n'y avait pas de maire encore à cette époque-là. Président du Conseil de Paris. C'est un noir. Ça veut dire qu'en 1879, le maire de Paris était un noir, c'était un cubain, il était d'origine cubaine. Donc, il a été député aussi, c'est lui qui a inventé les bibliothèques municipales. Ça j'aime bien le raconter. Donc, je prends ce personnage-là. Alors, quand on nous dit aujourd'hui, oui, la France, les difficultés liées à l'interculturel, au métissage, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Donc,
on va plonger dans l'histoire, et puis après je pourrais prendre évidemment des Gaston de Monnerville, qui est guyanais, qui a été président du Sénat, qui a fait ses études à Toulouse, et d'ailleurs Fermat et le droit. Voilà. Donc on a toute une série. Bon, là j'ai pris deux personnages du paysage politique, mais on pourrait prendre des sportifs, des artistes, et raconter l'histoire de ce pays-là de cette manière-là, et aussi l'histoire de notre ville, parce qu'on est toulousain. Et voilà, très toulousain. Et donc on aime bien aussi raconter l'histoire de Toulouse, bien sûr à partir des mémoires de l'immigration espagnole, italienne, et aussi des plus récents comme moi qui sont issus de l'immigration maghrébine. Et ce n'est pas à toi que je vais dire tout ça en Occitanie. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on peut se demander, des fois tu as dit, les gens se demandent si l'immigration était une chance pour la France. Il y a des périodes où on se demande si la France est vraiment une chance pour l'immigration. si elle mérite. Et moi, je vais dire oui, tu vois. La France est une chance pour l'immigration. Et il y a un artiste très important que mon regretté père aimait beaucoup, c'est un artiste kabyle, c'est le plus grand chanteur kabyle. Il s'appelait Slimane Azem. Et il a une de ses chansons. Voilà, où il décrit pas mal de problèmes, justement, pour avoir les papiers. Et il a dans un des couplets, il dit, heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. Parce que malgré tout, et malgré tous ces discours-là, il y a beaucoup de gens bien en France. En plus, c'est important ce que tu disais, parce que dans la tête des gens, justement, tu disais, je suis maghrébin, je suis kabyle. Non, tu n'es pas arabe. On va le préciser, ça, parce qu'il y a peut-être une nuance à passer. Je suis plus occitan qu'arabe. Voilà, non, mais je veux dire, c'est pas, moi, ça m'est égal d'être malien, sénégalais, sud-américain. Je m'en fous de ça, en fait. C'est pas mon sujet. Mais bon, il se trouve, je suis kabyle, je suis berbère. Alors des fois, souvent, on nous a dit mais non, mais bon, parce que c'était plus facile, les Algériens, les gens d'origine maghrébine. Moi, j'y peux rien. Quoi. Je suis berbère, C'est pas la même langue, c'est pas la même histoire, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour la culture arabe, pour la musique arabo-andalouse. D'ailleurs, on a peut-être Vincent Gibert, il en dira un mot. On a un magnifique concert au Pavillon République de Lac d'Aranou, avec l'orchestre de chambre qui s'appelle Expérience Orchestra, qui a un bout de musique arabo-andalouse magnifiquement orchestrée avec l'orchestre de chambre de Toulouse. En fait, c'est voilà. Donc oui. Et là, ce sera de la musique arabe, on peut le dire. Donc, il faut en déduire que les politiques vous soutiennent et que Vincent Gibert vous soutenez ces gens-là. C'est scandaleux. On les accompagne et on dialogue. La dimension et l'idée de se projeter dans une société où il y aurait un avenir heureux et que cette dimension militante elle soit dans une dynamique très positive qui est celle à la fois de Salah et du Tactique Collectif, c'est une volonté que l'on partage. Quel a été ton déclic, Salah, il y a des années, de te dire il faut peut-être réveiller les gens, peut-être changer les idées des gens. Il y a forcément eu quelque chose. Une fille derrière, peut-être. Je sais pas. Tu savais pas jouer de la guitare, tu t'es dit bon. Alors je vais pas me rajeunir et vous non plus, parce que je pense que vous n'étiez pas né. Donc, non, mon déclic, en fait, il est vraiment arrivé très jeune. C'est parce que c'est dans les années 80, en fait. Et notamment en 1983, il y a eu quelque chose de très important. J'avais à peine 17 ans, hein, mais de très important, qui étaient les marches pour l'égalité contre le racisme. Il était un mouvement qui est parti de la région lyonnaise de Marseille, et qui a ensuite une grande marche. Ils sont partis à quelques-uns pour dénoncer les crimes racistes et qui sont arrivés à Paris le 3 décembre 83. Ils étaient 100 000 à Paris. Il y avait une manifestation, faut se dire ça, quoi. Parce qu'on disait la France, mais en France, il y a eu des manifestations où il y avait 100 000 personnes qui manifestent contre le racisme. Donc, aujourd'hui, on aimerait bien les revoir, mais moi, je suis quelqu'un de toujours combatif et optimiste, et c'est un déclic. Mais en fait, je vais te dire pourquoi c'est un déclic. Au-delà de ce mouvement-là, ce qui est un moment important, moi je suis né en France, mes parents sont arrivés d'Algérie dans les années 60, je suis né en France, et quand j'ai été, après l'adolescence, jeune adulte, il y a ce moment, on a appelé ça la fin du mythe du retour. C'est-à-dire mes parents, quand ils sont venus en France, ils pensaient qu'ils allaient retourner, en fait.
Et d'ailleurs, la société française aussi, elle pensait que la présence de mes parents, je dis mes parents, mais en fait des immigrés, c'était une présence provisoire. Il y avait des besoins de main-d'œuvre, ils allaient retourner. Sauf qu'on est né en France, on a grandi à Toulouse, et ça a été, à un moment donné, une espèce de cette marche, elle a été la manifestation du fait que non, on n'allait pas retourner. D'abord, on n'allait pas retourner parce que retour, ça voulait dire qu'on partait de là-bas, mais moi je pars d'ici. Ah oui. Donc, et en plus, on avait fait souche, on avait fait famille, voilà, et effectivement, parfois on a croisé, enfin dans mon cas, voilà, on a pu croiser des amoureuses qui étaient de toutes origines, et puis voilà, j'ai eu des enfants avec des femmes qui n'étaient pas d'origine maghrébine, donc peu importe, mais en tout cas, voilà, j'ai fait famille ici. Alors je suis très attaché au pays de mes parents, très attaché à ma culture, très attaché à l'Algérie, j'ai de la famille là-bas. Mais c'est un peu, souvent quand la comparaison que je fais quand je parle à des Toulousains, je dis mais tu sais toi t'as une maison en Ariège, t'as une maison dans le Gers, ben moi c'est mon Ariège en fait, c'est mon Gers, c'est mon Tarn, enfin je sais pas, bon voilà pour les gens qui sont de la région, l'Algérie c'est ça quoi en fait pour moi. Vous aussi les Toulousains ils viennent vous piquer les champignons parce que moi je suis ariégeois. Non mais ce qu'il y a d'intéressant dans le discours que tu as là, c'est que quelque part, là, on est sur la partie sociale et vous. Tout à l'heure, on va passer à politisez-vous. Donc, avec Vincent Gibert. Mais moi, j'ai l'impression que quelque part, on est déjà dans le milieu politique parce que pour moi, la politique, c'est éminemment politique. Ce que vous faites avec la discussion qu'on a est politique. La politique, c'est pas juste aller voter, aller avoir une carte dans un parti, c'est s'engager dans la vie de tous les jours, non? Ouais, oui. En fait, je vais enfoncer nos portes. Et la politique, c'est la vie de la cité. Donc, quand on fait origine contrôlée, quand on a ces débats-là, quand on fait ces expros-là, oui, moi, on a une démarche qui est engagée. Mais dans le cadre de Tactique Collectif, jamais partisane. L'idée, c'est vraiment d'essayer de contribuer à ces débats de société, à ces réflexions-là. Et effectivement, on est soutenu par le département, on est aussi soutenu par la ville, on a des subventions, on a des financements. Mais si le département, par exemple, puisque Vincent Gibert est là, nous soutient, c'est parce qu'on a quand même un point de vue, on n'est pas d'accord sur tout, à titre individuel, mais on a un point de vue convergent sur ce que peut être l'intérêt général, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et on fait de la politique, oui, on fait de la politique, et je pense d'ailleurs que ce qu'on essaie de faire, c'est de dire qu'il faut en faire, comme on dit. Si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi, donc il faut en faire. Et défendre ses idées. Moi, je défends les miennes. Et moi, je suis profondément démocrate. Et tout ce que je disais tout à l'heure et tout, ça peut paraître des propos lénifiants, hein. Je peux être parfois très combatif. Et si un jour, je me retrouve dans un débat politique sur des questions sur des débats actuels, je pense que je serais peut-être moins suave. Forcément, il y aura. Mais parce que nous, on a l'habitude de la discussion. Par la radio, par les rencontres, par le fait qu'on habite à Toulouse aussi, c'est peut-être plus facile, puisque c'est une ville où ça se mescle bien, j'ai envie de dire, ce que je remarque en tout cas, hein, je viens du sud-est de la France où c'est pas pareil, malheureusement, des fois. Et ici, je trouve qu'il y a ce truc-là, et si ça pouvait être partout sur le territoire, j'ai envie de dire en général. Quoi, tu veux qu'ils se chocolatine partout? Qu'ils se chocolatine partout. C'est vrai que ce serait exceptionnel, et de voir, il y a beaucoup de débats, bien sûr. Nous-mêmes, on en a, des fois, même entre Cédric et moi, entre les invités. Mais des fois, juste se poser et parler, ça enlève des tas d'idées qu'on pouvait avoir, des tas je sais pas, d'a priori, de préjugés, c'est le mot que je cherchais, merci. Et voilà, et c'est en ça qu'on voulait faire ce moment-là. C'est pour justement enlever ces préjugés-là, parce que parti comme c'est parti, quand on allume la télé, la radio, peu importe ce qu'on regarde, peu importe ce qu'on écoute. Non, si on regarde Toulouse et vous. Si on regarde Toulouse et vous, voilà, c'est vrai, c'est pas pareil. Mais j'ai cette inquiétude, et je veux viser aucune chaîne, aucune radio, je crois que c'est tout le monde pareil en ce moment. Je me dis, soit on discute, on se pose, et les gens écoutent, soit, pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre à Toulouse, soit ça va mal se terminer, parce que malheureusement, les gens, à force de plus se connaître, à plus s'écouter, et à faire, comme dans la vie en général, de prendre, de jeter,
sans prendre le temps de se dire, tiens, si on peut réparer des choses qui ont déjà fonctionné, je reviens toujours à 98. Voilà, je trouve que c'est pour ça qu'on fait ça et qu'on souhaite avoir avec nous de façon régulière. Après, c'est ce que je veux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon expérience, je pense que il y a toujours un écart entre la réalité. Je le vois dans les débats du festival ou en dehors du festival. Donc, entre la réalité, la capacité que les gens peuvent avoir à débattre entre eux, même quand ils sont pas d'accord, et ce qu'on nous représente ou ce qu'on nous vend des sujets, en fait. Ce que je trouve intéressant, et c'est encore une fois, c'est pas parce que, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand on est entre guillemets le nez dedans, et c'est pour ça que et encore une fois, c'est pas pour le brosser, mais les élus locaux, ils sont au contact des gens. Et ils voient bien comment et les acteurs locaux. Donc du coup, je mets les élus, les associatifs, et je nous mets tout dans ce coup. On voit bien, on est là, on est au contact des gens, on discute, ils sont pas d'accord, ils sont pas contents, ça va pas, et ça va jamais de toute façon. Mais c'est normal. Sinon, quel intérêt donc. Mais voilà, Et justement, tu fais très bien le lien, parce qu'on va passer maintenant à notre rubrique. On devrait le garder comme chroniqueur. Hein. On va passer maintenant avec... Je la valide en tout cas. Toulouse, tu restes avec nous. Tu restes avec nous, oui. Je vais rester avec vous, alors. On va aller un petit peu plus dans la politique, avec justement un élu qui est avec nous. Nous passons maintenant à Politisez-vous dans Toulousez-vous. Et pour Politisez-vous, nous avons Vincent Gibert, conseiller départemental éducation et laïcité, conseiller départemental de la Haute-Garonne. Rebonjour. Bonjour. Bon, là, on va pas se mentir, vous avez été là depuis qu'on discute avec Salah Mokrane. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui vient d'être dit justement? Moi, je me suis retenu de pas prendre sur ce temps qui était le temps de Salah, mais cette idée que par le débat, qui sous-entend donc une rencontre et un échange avec l'autre, on se comprend mieux, que par le débat et la controverse finalement, les idées se frottent et on arrive à avancer ensemble. Je crois que c'est ce qui est défendu par le tactique collectif dans cette volonté d'ouvrir des espaces hybrides entre le dialogue et la culture, avec quand même une dimension, disons-le, c'est d'aller vers une société dans laquelle on puisse bien vivre ensemble. Parce que, je veux dire un mot à ce sujet, vous faisiez référence à ce que pouvaient dire les médias. Moi, c'est pas tant les médias dans le sens de celles et ceux qui animent les émissions, mais plutôt les espaces qui sont ouverts à des gens qui aujourd'hui font un mal fou. Les polémiques récentes qu'il y a pu y avoir à l'occasion, par exemple, de la cérémonie des Jeux Olympiques, où des voix se sont exprimées de façon très libre dans les médias pour dire que finalement on pouvait pas être français si un fragment de notre identité était telle ou telle orientation sexuelle, qu'on n'était pas complètement français si notre couleur de peau était plus ou moins foncée. Ça fait des dégâts fous sur des gens qui s'interrogent sur le fait de savoir s'ils sont bien français, alors que oui, la France, c'est des identités multiples et personne ne peut être réduit à un simple fragment d'identité, que ce soit sa couleur de peau, ses convictions religieuses ou non, son orientation sexuelle. Non, ce n'est pas ça. Un individu, c'est quelqu'un qui est complexe. Et on peut être dans une parfaite complexité et être français. Et moi, je crois que c'est plutôt ça qui m'inquiète dans la période que l'on traverse actuellement. Justement, ce terme d'identité, moi j'ai l'impression que par moment il est mal compris. Moi j'entends parler des fois des gens dire d'identité musulmane ou d'apparence musulmane. D'identité, les gens ont tendance à confondre l'origine, la nationalité, voilà, qui devrait être d'ailleurs quelque chose de choisi et de pas imposé. Et aussi tout le côté religieux et tout. J'ai un peu l'impression que tout se mélange dans tout ça. Mais on oblige, certains obligent les individus à choisir un élément avec lequel il devrait se définir. Alors qu'un individu, il faut accepter qu'un être humain, c'est un être qui est complexe et qu'une identité, elle est faite de plusieurs choses. Elle est faite d'une histoire, d'un parcours de vie, d'une formation, de passion. Bref, il faut accepter que l'humain est complexe et aujourd'hui, on oblige des humains à se réduire à ce que serait leur confession, leur foi. Non, il faut sortir de cette idée-là que finalement, on devrait être réduit à ce qu'on nous impose et on devrait pouvoir choisir et assumer le fait d'être des personnalités très complexes. Et c'est là où vient s'initier la laïcité, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui, la laïcité? Parce qu'il y a grand débat là-dessus. C'est soit on montre tout, soit on montre rien. Comment aujourd'hui la laïcité se traduit dans la République, finalement? Ben, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que la laïcité, c'est une loi qui protège.
elle protège celles et ceux qui ont des convictions religieuses d'avoir la capacité de croire, de pratiquer leur culte. Donc elle protège celles et ceux qui ont une conviction religieuse. Elle protège celles et ceux qui n'en ont pas. Du fait de ne pas en avoir, ils peuvent l'assumer, ils ne doivent pas être mis en danger, ils ne doivent pas être handicapés vis-à-vis de celles et ceux qui en ont une. Et puis ils protègent aussi l'État et la décision publique et la puissance publique de l'influence de ces religions-là. C'est-à-dire que ça protège à la fois les individus, mais ça protège aussi à la fois la puissance publique de l'intervention des religions dans la décision. Ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics n'entendent pas, n'écoutent pas les voix de celles et ceux qui ont des confessions religieuses et celles et ceux qui n'en ont pas. Mais ce n'est pas à eux de faire la loi et ce n'est pas à eux de dicter la loi et donc à une religion plutôt qu'une autre de venir dicter la loi. Et donc moi je crois que ce qu'on perd de vue aujourd'hui, c'est que la laïcité, ça permet un apaisement de la société. Et aujourd'hui, certains voudraient en faire tantôt un outil d'oppression de certaines et de certains, et je pense qu'on doit revenir à cette idée qui était l'idée originelle, qu'on est sur une loi de protection. Je me tourne au niveau de Salam Okran, qu'est-ce que... Bah ouais, là, je ne peux que plus soyer, c'est-à-dire souscrire à ce que vient de dire Vincent Gibert. Non, mais ce qui est important dans cette vision-là, c'est que ça permet vraiment de poser un cadre dans lequel, y compris quand on est engagé, comme on l'est avec le tactique collectif et origine contrôlée, sur des sujets de lutte contre les discriminations, y compris d'ailleurs de lutte contre les discriminations à l'égard, par exemple, des musulmans, où ça permet en fait d'avoir un cas dans lequel on peut agir. Moi, c'est ça que ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, et bon, dans ce qui est fait, parce qu'on va pas faire comme si c'était semblant. Il y a des actions, nous, du département, par exemple le parcours laïque et citoyen auquel on participe, ou le programme qui s'appelle les chemins de la République, dans lequel on programme des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà parfois des différences d'appréciation, de sensibilité, ce qui se passe ici, moi je tiens à le dire. Si c'était pas le cas, je le dirais pas. Hein. Il le sait. Tout le monde le sait. Donc non, mais c'est qu'à un moment donné, on a un cadre où on nous impose pas, où on n'a pas, où ce qui est imposé, on nous impose pas une vision des choses, et notamment, on nous impose pas une laïcité d'exclusion, parce que bon, en fait, presque ça m'embête de rajouter cet adjectif-là, mais en gros, pour faire simple, voilà, aujourd'hui dans le débat public, l'argument de laïcité du point de vue de certains courants politiques, il sert à discriminer. C'est pas le cas c'est pas le cas ici, et c'est pas le cas dans ce que dit Vincent Gibert. On est là, on peut débattre, et après, franchement, c'est un trésor de l'histoire politique française, quoi, la laïcité. Je veux dire, il y a pas beaucoup de pays, il y en a quelques-uns, il y a pas beaucoup de pays où on a cette vision des choses, et voilà, c'est un cadre qui nous protège, qui nous permet des choses. Justement, est-ce que c'est pas dû au fait qu'on serait passé de la notion d'intégration que vous défendez apparemment autant l'un que l'autre à la fameuse notion dite d'assimilation, où là c'est plus la même. L'intégration, c'est on se nourrit les uns les autres et comme tu disais, on fait société. Ouais, alors que l'assimilation, c'est on est tous pareils. En plus, si on le veut pas spécialement, on voilà, pas l'intérêt. Pour citer un certain mec qui aime beaucoup, que les gens s'appellent Corinne, l'assimilation, c'est à Rome, tu t'habilles comme les Romains et on perd la richesse. Je ne sais pas si le débat il se fait simplement sur ces deux termes-là. En tout cas, je pense qu'il se fait entre celles et ceux qui n'acceptent pas qu'une société elle soit en mouvement, qu'elle évolue dans le temps, et celles et ceux qui pensent qu'elle doit être figée et qu'elle ne doit jamais changer. Moi, je crois que ce que disait tout à l'heure Salah, par exemple, sur finalement l'apport de celles et ceux qui un jour étaient venus d'un autre pays en France dans les pratiques culturelles, dans les courants culturels français. Bon, mais au moment où ils sont arrivés, ils étaient des immigrés. Mais il faut accepter que ce n'est pas un état permanent et que à un moment, lorsque l'immigré acquiert la nationalité française, il devient français. Point à la ligne. Et il faudrait que les choses s'en arrêtent là. Mais systématiquement, vous avez une volonté à ce que on rappelle à chacun quelle était son histoire, son origine, alors que sa personnalité, elle est bien plus diverse que simplement son origine et Oui, je vais me faire allez-y. Oui, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que je fais l'avocat du diable parce qu'il n'y a pas le choix, mais est-ce que justement la France n'est pas dépassée?
Est-ce que, voilà, on se dit, on peut plus loger les gens, on peut plus. Il y a cette réflexion qui s'est même faite l'autre jour sur le plateau, quand on recevait sur notre plateau SOS Méditerranée. Voilà, on avait posé la question. Justement, est-ce que la France n'est pas dépassée par tout ça, se sent un peu perdue, n'arrive plus? Il faut virer des Français. Hein? Du coup, faut virer des Français. Non, mais voilà, la question, elle se pose, donc je la pose. C'est pour ça. Mais essayer de faire croire que la terre entière, alors là, on a glissé sur l'enjeu de l'immigration, on glisse vite de l'un à l'autre, mais essayer de faire croire que la terre entière voudrait immigrer en France, c'est une idée fausse. Par contre, on a la responsabilité, je pense, en tant que pays dans lequel la solidarité, notamment l'enjeu de fraternité fait partie de nos valeurs, d'organiser les conditions de cette solidarité, y compris vis-à-vis de peuples qui sont éloignés. Et moi, je vais vous dire, par exemple, la décision qui vient d'être prise là, de réduire drastiquement le budget de l'aide aux pays en voie de développement, un peu plus d'1,5 milliard d'euros. Je pense que c'est la plus mauvaise décision, par exemple, que l'on pouvait avoir, parce que là, vous créez une contrainte pour celles et ceux qui voudraient potentiellement rester chez eux, mais dans lesquels les conditions de vie ne sont pas remplies ou ne permettent pas de se projeter dans son pays, là, vous créez les conditions. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de faire croire que la France serait à la veille d'une invasion. Il y a après des dispositifs pour réguler l'immigration qui ont toujours existé, hein, dans des gouvernements de gauche et dans des gouvernements de droite. Donc ça, après, ça existe et ça continuera à exister. Alors justement, vu qu'on aime bien sauter d'un sujet à l'autre, parce que, je le sens. parce que tout est lié, Salah justement soulignait tout à l'heure l'importance des élus locaux. Vous le dites, du haut du gouvernement central, vu que la France est un pays centraliste, on décide de faire des choses avec lesquelles les élus locaux, qui eux sont sur le terrain, ne sont pas forcément d'accord, et voilà. J'ai envie de demander si quelque part la France décentralise, mais ne décentralise pas mal. C'est-à-dire en vous donnant à vous des responsabilités, tout en vous retirant des moyens, en prenant des décisions sans écouter les élus locaux. Oui, je sais, elle est compliquée. Vous avez 2 heures. Ouais, la question est complexe. Non, nous, par exemple, en tant que département, on a un cadre. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de missions qui sont des missions obligatoires. Puis après, on a un cadre de politique sur lesquelles on peut intervenir. Et on a un cadre aussi de politique sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Donc, ce cadre, de toute façon, nous, on s'y plie parce qu'on est des républicains et parce que la décentralisation s'est faite successivement par différentes lois et que on respecte la loi. Ce qui est une certitude, c'est que notre majorité, notre institution et son président, on fonde nos politiques sur un socle de conviction, un socle de valeurs. Donc on va vers les citoyens, on leur dit voilà ce qu'est le projet, par exemple, qu'on souhaite mettre en œuvre pour une mandature. C'est ça la démocratie. C'est aller vers les citoyens, leur dire ce qu'on va faire et puis le mettre en œuvre. Ce qu'il se passe, c'est que parfois, entre le moment d'une élection et puis la fin d'un mandat, eh bien les règles du jeu changent. Et là, on est dans une période dans laquelle le gouvernement est en train de changer les règles du jeu. Et donc nous, on s'interroge sur la façon de mettre en œuvre les engagements qu'on avait pris pour vis-à-vis des électeurs. C'est eux qui les ont choisis. Et comment les mettre en œuvre alors qu'on a des moyens qui, au milieu de l'année, par surprise, changent. Donc là, oui, on est dans une difficulté. Je pense que il peut y avoir des dialogues sur à quel échelon doit se faire la décision, mais je pense qu'il faut un peu de stabilité pour que cette stabilité permette à ce qu'on puisse mettre en œuvre ce pour quoi on s'engageait. Et puis après, à la fin, on change ou on change pas. C'est à l'État, c'est aux régions, c'est aux départements, c'est aux villes, on verra. Mais en tout cas, qu'il y ait un peu de stabilité et des compétences et des ressources pour les collectivités. Justement, peut-être ces compétences du département sont peut-être pas toutes connues. Alors, on va pas toutes les citer parce qu'il y en a un paquet. Elles risquent d'être réduites sur le social notamment. Voilà, il y a une partie du social, il y a les collèges. C'est quoi exactement les principales compétences là aussi, du département? J'ai 2 heures. Non, la moitié. L'ADN d'un département, c'est la compétence sociale. C'est l'accompagnement des personnes au RSA. C'est l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, notamment, donc les personnes âgées. C'est l'accompagnement des personnes handicapées. C'est la protection de l'enfance. Toute l'enfance en danger au sens physique, social du terme. Ça, ce sont les grandes compétences sociales des départements. Il y en a d'autres, mais ensuite on a une grande compétence en termes d'éducation, oui, donc dans l'entretien, la construction des collèges, avec après une capacité à mener des politiques. Il y a une compétence croisée, c'est-à-dire une compétence sur laquelle d'autres collectivités ou l'État peut aussi venir en termes de logement, en termes de culture, en termes de sport.
Voilà. Donc le département, il intervient dans de très nombreux champs. Et je vais fâcher des collègues qui mènent des politiques et le président qui a la vue sur toutes. Mais il y en a d'autres. Donc on est vraiment sur un échelon qui est un échelon de proximité. Et on a une élection qui est une élection particulière dans l'identité des départements. C'est qu'on est sur des cantons. Donc on a chacune et chacun la connaissance finalement un peu plus fine d'une partie du territoire. Et on est élu en binôme. Une femme, un homme sur chaque territoire. Ce qui fait qu'on a une assemblée parfaitement paritaire, que plus personne ne se pose cette question-là. Et je dois le dire, c'est peut-être une solution dont on pourrait s'inspirer pour arriver à une parité parfaite dans toutes les institutions de notre pays. Dans le Nouvel Obs, Sébastien Mancini, président du conseil départemental, a dit il va y avoir une vraie casse sociale, on ne pourra plus faire autrement parce qu'il y a forcément une casse budgétaire qui vient d'en haut, parce qu'on a 5 000 milliards de dettes, je crois, et plus une dette supplémentaire qu'on ne nous a pas forcément révélée en temps et en heure. Est-ce que justement les départements, les associations, les collectifs craignent ça? Je pense que oui, hein, mais dans quel domaine? Est-ce que vraiment on part sur une catastrophe sociale sur le territoire? Alors, juste là-dessus, moi je pense qu'on va assister probablement, maintenant on va attendre quand même le résultat des débats budgétaires à l'Assemblée nationale, je pense qu'on va assister à un des plus importants plans social dans le milieu associatif, avec des conséquences quand même qui sont pas juste l'emploi les assos, leurs salariés, tout ça. Non, il y a de vraies conséquences parce que il faut bien quand même il faut le dire quoi, tel que souvent on dénigre un peu le milieu associatif, mais les acteurs associatifs sont souvent des acteurs sociaux qui agissent au quotidien. Et moi, je parlais des quartiers, mais c'est pas seulement dans les quartiers que ça se passe, quoi. C'est dans tout le territoire, y compris en milieu rural. Donc, effectivement, on a des inquiétudes importantes. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans ce nouveau gouvernement, il n'y a pas de ministère de la ville, qui était, alors, dans d'autres circonstances, j'aurais pu vraiment beaucoup débattre sur l'utilité d'un ministère de la ville, mais il n'y a pas de ministère de la ville. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas ce que vont devenir ces budgets, quoi, cet argent. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc il y a énormément d'acteurs dans les quartiers populaires, notamment, qui se posent la question, qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Bon, il reste les collectivités. On se tourne vers les collectivités et puis on lit une interview dans le Nouvel Obs, où on s'informe et on voit qu'elles vont avoir affaire à des difficultés importantes. En vérité, on est un peu dans le brouillard, quoi. On va dire les choses telles qu'elles sont. On va voir comment on peut se débrouiller. Et juste, je finis sur un truc. Ouais. Pour des gens comme moi, mon asso, peut-être on peut se retrouver en difficulté. Mais en gros, on est quand même des anciens, quoi. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et on va se débrouiller, ou on fera face. Moi, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est toutes les dynamiques émergentes. C'est la jeunesse, en fait. C'est les projets des plus jeunes, de ceux qui prennent des initiatives aujourd'hui, qui démarrent et qui ont pas peut-être pas trouvé la ressource. Et ce qui veut dire que j'espère que je vais être optimiste, mais qu'on va pas épuiser comme ça faire perdre espoir à la jeunesse. Perdre espoir à la jeunesse. Et moi, je pensais ça parce que moi, je commençais à être à un moment où j'ai envie de transmettre, quoi, de passer le relais, quoi. Justement, tournons-nous vers les collectivités. Vincent Gibert, votre avis? Je souris, non pas que la situation soit facile, mais parce que je voudrais pas apparaître comme étant fataliste, mais la réalité, c'est que ce qu'a dit le président du conseil départemental, Sébastien Mancini, est vrai. Aujourd'hui, entre les pertes de ressources qui sont les nôtres dues au fait que une grande partie de nos ressources provient de ce qu'on appelle les droits de mutation, donc c'est les taxes qui sont payées lorsqu'il y a des transactions immobilières. Entre le fait que l'État nous demande un remboursement de TVA parce qu'ils nous ont fait savoir qu'ils s'étaient trompés et qu'il fallait donc qu'on leur rembourse de la TVA. Et entre ce que prévoit le budget Barnier, finalement, c'est 150 millions d'euros d'économies qu'il faudrait qu'on trouve pour l'année prochaine. Et il a, dans l'interview à laquelle vous faites référence, donné un chiffre
qui est le chiffre du coût de nos politiques volontaristes. C'est-à-dire tout ce que l'on met en œuvre, mais sur lesquels on n'a pas d'obligation. Un exemple, le parcours laïque et citoyen. Un exemple, la gratuité de la téléassistance, qui est le dispositif pour les personnes âgées qui ont un accident chez elles, qui permet d'alerter rapidement les secours. Bref, toutes ces politiques volontaristes, le soutien aux associations sportives, le soutien aux associations de l'éducation populaire, le soutien aux associations culturelles, etc. Lorsqu'on met tout et qu'on prend tout, c'est 25 millions d'euros pour un département comme le nôtre. Là où il faut trouver dans l'urgence 150 millions d'euros. Donc oui, c'est pour ça que le président a tiré la sonnette d'alarme, mais il a tiré la sonnette d'alarme en plus non pas dans une idée de tout à coup partir au combat ou dans une forme de combat politicien. Il a tiré la sonnette d'alarme en disant il existe des pistes, il existe des solutions, on peut encore changer les choses pour redonner les ressources nécessaires, pas plus qu'il n'en faut, parce que contrairement à ce que essayent de faire croire certains, c'est pas la gabegie dans les collectivités territoriales, mais en tout cas les ressources qui sont nécessaires à ce qu'on puisse mettre en œuvre nos politiques. Justement, vous parlez en tant qu'élu de la Haute-Garonne. Alors, je dis pas la Haute-Garonne est un département super riche, mais si on pense à d'autres départements plus ruraux, genre l'Ardèche, la Creuse, au hasard le plus beau pays du monde, l'Ariège, voilà, ça va être difficile aussi pour ces départements. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté, parce qu'on entend parler pas mal d'une volonté de suppression des départements aussi. Oui, ça fait réalité. beaucoup. Je crois que cette question-là, elle est désormais derrière nous. Elle a été posée il y a peu et je pense que cette question-là est vraiment dépassée. Enfin, en tout cas, je l'espère et je le souhaite parce que dans cette stabilité que j'ai appelée de mes voeux, il est nécessaire qu'on puisse se projeter dans ce que sont nos missions. Et puis, je vous l'ai dit, je vous ai fait un extrait de ce que sont nos compétences. Mais aujourd'hui, nos compétences, elles sont essentielles et elles sont exercées en proximité. Donc, je pense que il faut que les choses perdurent ainsi, quoi. Oui, et puis vous disiez tout à l'heure, c'est quand je vous ai dit vous soutenez le tactico-actif, vous m'avez repris et vous m'avez dit on est partenaire. Vous avez aussi besoin de pouvoir vous appuyer sur les associations pour certaines missions, voilà, qu'elles peuvent remplir et sur lesquelles le département, comme vous l'avez dit, ne peut pas tout faire, quoi. Oui, on a des partenariats avec des acteurs associatifs, y compris même dans le domaine social, mais on a aussi la volonté d'aller accompagner des acteurs qui améliorent la qualité de vie dans un quartier, qui participent à une dynamique militante à laquelle on croit, parce que je crois moi aussi que le rôle des institutions, comme les nôtres par exemple, sur les questions de racisme qu'on survolait tout à l'heure, le rôle d'une institution, c'est de dire ce qui relève de la loi et ce qui relève du délit, enfin ce qui relève de l'opinion et ce qui relève du délit. Bon, mais nous on est là pour affirmer une parole, mais après il y a des structures associatives qui travaillent au quotidien pour prévenir ces situations, et puis dans une dynamique militante, nous notre responsabilité c'est aussi de les accompagner. Donc finalement c'est un partenariat qu'on tisse sur de nombreux dispositifs. Le parcours laïque et citoyen dont on m'avait dit qu'on parlerait, mais j'en ai déjà parlé avec vous, donc vous le connaissez. Mais par exemple, c'est le choix de dire bon voilà. Face à une méconnaissance de ce qu'est la laïcité aujourd'hui, face à une république qui pouvait apparaître comme étant un peu testée par un certain nombre de fondamentalismes, qui pouvaient être attaqués dans des périodes de troubles où on ne sait pas trop où on se trouvait, on a dit bon on va s'appuyer sur le tissu associatif pour permettre aux enfants d'acquérir les outils pour être des citoyens. Et donc vous avez des structures comme le Tactique Collectif, mais vous avez des structures qui sont bien différentes, qui ont des clés d'entrée qui sont bien différentes, qui interviennent pour pouvoir donner aux jeunes leurs outils de leur émancipation. Nous, on vient pas leur délivrer une pensée, non, on veut qu'ils soient capables de penser par eux-mêmes. Et ça, par exemple, le partenariat qu'on a avec le tissu associatif sur ce projet-là, c'est un peu plus de 170 acteurs associatifs, il fonctionne très bien. Justement, quelques exemples des actions menées par le parcours laïque et citoyen. Ouais, elles sont, Vous avez 2 heures encore. Non, mais il y en a plein aussi. 1 minute max. mais vous avez des structures d'associations de l'éducation populaire qui, par exemple, mènent des projets tout au long de l'année en ayant des jeunes à résidence dans les établissements autour de production d'œuvres artistiques, donc culturelles, musicales, par exemple. Je cite la Fève sur les grandes dates qui ponctuent l'année. Donc il y a un travail qui est fait autour de la Journée internationale
internationale de lutte contre le racisme, un travail qui va être fait autour de la journée internationale pour les droits des femmes. Vous avez des structures culturelles qui vont, à travers la création d'un spectacle sur la question de laïcité, participer à ce que les collégiens acquièrent ces codes. Vous avez d'autres structures qui organisent des spectacles, puis ensuite organisent un bord de scène pour que le dialogue se fasse à l'issue de celui-ci. Donc vraiment, on est sur des champs qui sont très variés, mais qui ont tous comme enjeu de sensibiliser les élèves à ce qu'est notre République et à ce qu'est la laïcité. Ça, c'est le commun à tout le monde. Et après, le dialogue peut se faire sur d'autres enjeux. On a terminé cet entretien, Vincent Gibert. Merci d'avoir été avec nous. Oui, mais on va en faire plein d'autres entre Toulouse et vous, faut se le dire. Tout ça, on va faire des plateaux. C'est le tout début, mais on aura tellement d'autres occasions de parler de tout ça et je crois qu'il y en aura encore besoin. Malheureusement, j'ai envie de dire, et pour longtemps. Heureusement aussi, parce oui. que justement, c'est bien de parler des choses positives. D'ailleurs, dernière question miniature, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, autant à l'un qu'à l'autre, en tant qu'élu, en tant que responsable associatif, en tant qu'humain? Moi, je ne sais pas ce qu'on peut me souhaiter, mais je sais ce que je souhaite. Je souhaite que ce territoire auquel on a fait référence là, qui est apaisé, dans lequel on vit bien ensemble, il puisse continuer à exister, parce que c'est pas figé, c'est pas une évidence, ça pourrait changer. Donc qu'ici, à Toulouse, comme dans toute la Haute-Garonne, on continue à vivre et à travailler et à s'émanciper et à s'épanouir dans ce territoire qui est très apaisé, et je veux que les choses demeurent ainsi. Vivre et travailler à El País, ça me rappelle un truc. Alors, je vais peut-être faire le lien avec ce que je disais avant. Moi, finalement, ce que je vais me souhaiter, c'est voilà, de voir émerger plein d'initiatives de la jeunesse, de nouveaux projets, voilà, nous, on est aujourd'hui beaucoup dans cette dynamique-là, hein, qui est de l'accompagnement de projets. Bon, voilà, j'en ai cité quelques-uns, mais si on rentrait dans le détail de tout ce qu'on fait, et on a pas mal d'actions, notamment en termes d'accompagnement des jeunes sur ces quartiers-là, notamment vers les métiers du spectacle, vers ces univers-là. Et voilà, donc moi, je me souhaite ça, quoi, c'est de voir plein de nouveaux projets émerger. Et puis, si je reviens, j'aurai l'occasion de vous en présenter quelques-uns. Ah bah avec plaisir. C'est ça Merci, l'idée. et puis ça peut peut-être créer des vocations. C'est vrai. Merci beaucoup, messieurs, Merci d'avoir à vous. été avec nous dans Toulouse et vous. Et on continue Merci beaucoup. avec la suite, bien évidemment. Restez avec nous, pensez à vous abonner et à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et nous continuons cette fois-ci avec la partie culture, avec Culturez-vous. Et nous avons avec nous Julien Menges Milomis qui est avec nous sur le plateau. Bonjour de Regard. Et bonjour. Ouais, voilà. Qui est venu pas tout seul. Déjà peut-être Non, pas tout seul, non. présenter l'association Regard. Ouais. Quelques mots. Alors, Regard, c'est une structure toulousaine qui a maintenant plus de 20 ans. On est spécialisé dans l'organisation d'événements, on fait aussi de la prestation et on a aussi un incubateur, donc on s'occupe d'accompagnement d'artistes à différents niveaux. Voilà, donc on produit des concerts ou des clubs toute l'année. Donc il y a la saison avec quatre grands pôles, des marques en fait. Qui sont dédiés à chaque style de musique. Donc on va avoir le style rock, metal, etc. On va avoir électro avec la marque De Nuit. On va avoir le hip-hop avec la marque Blaster. On va avoir aussi Cosmo qui regroupe un petit peu d'autres styles de musique qui sont le jazz, la pop, etc. Voilà. Et tu n'es pas venu tout seul. Eh ben non. Donc dans l'incubateur, il y a le groupe Damantra qui sont présents ici et qui vont nous faire, qui nous font l'honneur d'être avec nous. Voilà, donc Damantra, donc c'est un groupe plutôt rock psyché, blues, je dirais. Donc Mélanie et Virgile, donc Mélanie au chant, Virgile à la guitare, mais d'habitude ils sont pas en duo, ils sont plutôt en quatuor. C'est bien ça. Tout à fait. C'est ça, on a Robin qui est à la basse et au clavier, et Rémi qui est à la batterie. Ok. Je vais vous poser quelques petites questions, un petit peu pour mieux vous connaître, avoir un regard sur votre musique et surtout sur
à côté un petit peu de la musique ou qui vous êtes vraiment. Si vous deviez faire une collab avec un artiste, une célébrité morte ou vivante, et dans un tout autre registre musical, avec qui vous feriez cette collaboration? Dans un autre registre musical, parce que dans le rock, j'avais une bonne idée. Ah ouais, mais non, ça serait trop facile. Dans un autre registre, t'as une idée, toi? Moi, je tenterais bien dans du rap. Ah, Ah ouais. ça c'est Blast. Ouais, c'est vrai que ça irait bien. On a fait pendant notre release pas du tout au Métronome, c'était au Connexion l'année dernière. On a eu un guest rappeur qui est HYL, qu'on adore, qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais, et Et ça ça avait allait super bien hyper marché. bien. Donc, carrément. Alors, Donc, après, quel artiste, je sais pas exactement. En vrai, HYL, HYL, ce serait trop le feu. Ouais. c'est le feu, ouais. C'est chouette. Et alors, quelle est l'habitude, on va dire, la plus bizarre avant de monter sur scène que vous avez alors, ça peut être Et qu'on Alors, peut dire euh, sur YouTube. Alors, Et à la radio. on n'a pas d'habitude bizarre. Non, on se fait un câlin on se fait avant un de monter câlin, sur ouais. scène, mais je pense pas que ce soit très bizarre. On s'échauffe. Et alors, les échauffements vocaux, c'est vite très bizarre. Oui, c'est Et à base donc, de. Effectivement, ça peut être un peu bizarre, mais sinon, non. Rien qui soit bizarre dans le commun du mortel. bah alors, on sait que vous avez été chez Airbus, pour citer, mais si vous n'aviez pas fait de musique, quel métier totalement improbable vous auriez fait? Improbable. Mhm. Alors, j'ai découvert hier l'existence d'une techno pour recréer en 3D des villes comme Rome Oh, wow. antique. Et moi, j'étais là hier en regardant le documentaire en me disant oh là là, mais j'aimerais trop monter un business comme ça. Et je suis sûre qu'il y aurait plein de gens qui seraient prêts à, enfin moi la première, à payer beaucoup d'argent pour être immergée dans une ville antique comme ça. Et moi, alors, c'est en rapport avec la musique, mais sans être musicien. Je me suis lancé depuis 2021 à me fabriquer mes propres guitares. Oh waouh. Guitare, Métier, en fait, dans le groupe, on fabrique nos instruments, nos amplis, nos claviers. Donc, je crois que j'ai quand même la fibre bricolage assez forte. Donc, je pense que je m'orienterai dans un métier comme ça. Ouais. D'accord. Bah, c'est très intéressant tout ça. Alors, si vous vous retrouviez sur une île déserte, alors sans instrument en plus, hein, quels seraient les 3 objets que vous emporteriez avec vous? Il n'y a pas d'électricité sur l'île déserte. D'accord. Non, je crois pas. Est-ce qu'un chat, ça marche ou pas? C'est pas un objet, mais... Alors, les 3 objets... Bon, un truc en rapport avec de la bouffe, je pense. Machine Un à livre de popcorn, recettes. un truc comme ça. Ouais, malheureusement, Mais qui ça tourne. marche pas sans. Ah oui, tourner peut-être. comme ça, peut-être avec une. Ouais. Peut-être pas popcorn, plutôt un truc salé. Un truc pour découper le saucisson. Ah ouais, oh là là, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de saucissons sur une île déserte. Oui, bah ouais. Effectivement. Ah, mais il faudra le fabriquer avec du Pour bambou. fabriquer, ouais. Bah, je pense des outils pour bricoler, je pense. Et moi, j'utilise pas mal ma machine à coudre aussi, Ok. pour bricoler des trucs. Un chapeau aussi, parce que ça doit cogner. Ouais, D'une île déserte. ça fait 3, je crois. Pas mal du tout. Alors, et c'est quoi la grosse actu du moment? Eh ben, c'est double actu. Double actu. Ben, en fait, là, en ce moment, là, on est encore sur la tournée. Donc là, grosse actu, ben, c'est la grosse tournée en Espagne. Donc on est hyper contents. Et ensuite, ben, là, on prépare la sortie de l'album l'année prochaine. Donc voilà, c'est les deux grands volets de notre vie. Ça va être la tournée parce qu'on fait vraiment cette musique pour faire des concerts. C'est vraiment là où on est les plus heureux une fois qu'on est sur la scène avec le public avec nous. C'est vraiment trop bien. Et aussi l'autre partie enregistrement et pouvoir le rendre voilà, sur CD, vinyle. Une idée de date de sortie ou... On n'a pas de date exacte. On sait que niveau timing, on serait plutôt sur du fin 2025, voire peut-être début 2026. Là, on n'a pas encore défini exactement la date, mais ça va être dans ces eaux-là. Le temps de tout préparer, etc. Moi, j'ai une petite question là-dessus. Il y a plein de gens qui disent non, mais le CD, de toute façon, c'est dépassé, c'est mort. Voilà, faut passer au MP3 virtuel. Alors, vrai ou pas vrai?
Alors, moi, j'ai plus de quoi écouter des CD à la maison. Donc, c'est vrai. Mais Moi, en j'ai un fait, petit Walkman que je branche Mais sur la sono. en réalité, c'est comme les vinyles. La plupart des gens qui nous achètent des vinyles n'ont pas de platine vinyle. En fait, ce que les gens achètent, c'est un souvenir. C'est l'objet. Ouais. C'est l'objet. Donc autant, finalement, presque, on pourrait leur vendre des pochettes vides sans CD que ce serait que ce serait vendable aussi. Mais ouais, c'est vraiment les gens, ils recherchent ça, ce côté, voilà, souvenir. Le CD, l'avantage, c'est que ça coûte pas très cher. Le vinyle un peu plus, mais si on veut un bel objet, les gens lâchent 15 Il y a eu un euros gros pour un vinyle. retour en plus du vinyle. Hein. Il y a un gros retour. On vend quasiment autant de vinyle que de CD. Mais le CD a l'avantage d'être un petit peu moins cher et peut être transporté plus facilement dans sa poche. Et pour compléter l'histoire les gens, le public, en fait, ils veulent acheter un souvenir. Ça nous est même déjà arrivé de vendre des t-shirts qui n'étaient pas la taille des gens. Genre, ils sont venus, ouais, j'aimerais ce t-shirt et tout. Et j'ai dit, bah oui, mais il n'y a plus la taille que la personne voulait. Je m'en fous, n'importe quelle taille. Donc c'est un petit peu, c'est touchant en fait. C'est vraiment touchant parce que on voit vraiment que les gens qui étaient là pendant le concert, qu'on voyait, qui étaient fous, comme des fous dans le concert, ensuite ils viennent nous voir au merch et ils veulent juste repartir avec un petit truc, si possible dédicacé. Alors dédicacer les t-shirts, on l'a fait, c'est pas très pratique, mais ça marche aussi. Donc ouais, c'est vraiment touchant. C'est pour ça qu'on le fait, quoi. Bon, d'un mantra, ça serait bien d'écouter à quoi ça ressemble. Ouais, qu'on vérifie si la couveuse est efficace. Bon, alors on vous a préparé un petit morceau en acoustique, parce que Ouais. d'habitude il y a les gros amplis et Exact. beaucoup trop de sons pour un plateau comme celui-là. C'est intéressant, non? Donc c'est une reprise en acoustique d'un morceau qu'on a sorti l'année dernière sur l'EP qu'on a sorti l'année dernière. Donc c'est Comet. L'EP s'appelle Comet et là on va vous jouer Autumn Leaves. Alors, ça va? Donc il y a un album en préparation. C'est ça, il y a un album en préparation qui devrait sortir fin 2025. Donc voilà, en fonction de comment avance la production, justement. Voilà, là, on attend les mix. On est très content de ce qui a été fait déjà jusqu'à présent au studio. Bientôt une tournée aussi. Ouais, là, on va arriver la semaine prochaine, on part sur une tournée de 9 dates en 10 jours en Espagne, sur toute l'Espagne. On va faire 5000 km, ça va être cool. Et bientôt à Toulouse, c'est le 13 novembre au Métronome. Ouais, c'est ça. On va être donc pour l'ouverture, la présentation de la saison du Métronome. On va pouvoir faire un petit concert. Je crois que c'est gratuit. Donc voilà, ça va être cool. Tu fais ça vachement bien. J'avais songé à travailler dans le management. Ouais, tu devrais, hein. J'en ai déjà fait un petit peu, voilà. Mais non, on essaye de... Voilà, on va les écouter. Je crois que la musique parle d'elle-même. Dès que vous êtes prêts, on y va. Autumn leaves are falling on a riverside. A young lady with bitter tears in her eyes. Either leave or get buried into the ground. But a mommy can never part from her child. Autumn leaves are coloring her face dark. When she can't hide and where she knows how to lie, she is just like a bird with two broken wings. But she's about to find some other way to fly. Won't you never come back? Oh,
betray, but how long will it last? Escape from the trap, but how long? Run, run. Damantra avec nous sur le plateau de Toulouse et vous, la partie culture et vous. Ah, ça fait du bien, merci. En plus, à ton moment de l'automne, c'est parfait. On peut dire que très bon timing. Mais je suis sûr que ça tombe aussi très bien l'été. Ça doit très bien tomber l'été. Il n'y a pas de raison. C'est vrai, Cédric. Merci Damantra d'avoir été avec nous. Merci dans Toulouse et beaucoup. vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive à la fin de cette première émission. Merci Cédric d'avoir été là, comme d'habitude. Merci à toi et puis merci à l'équipe aussi. À toute quand l'équipe même. qui est incroyable, Toute l'équipe qui a de installé Redbox, voilà. cette émission très rapidement, ce qui est exceptionnel, avec un très beau plateau, très bons intervenants, Regard notamment, hein, qui est encore avec nous. Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. De toute façon, Regard, on se retrouve pour le prochain numéro. De toute façon. Exactement, voilà. Je serai peut-être là, je serai peut-être pas là, il y aura peut-être Mystère, d'autres- mais pour ça, il voilà. faut regarder et s'abonner sur les réseaux Voilà, sociaux, exactement. bien évidemment, YouTube, Facebook, Instagram et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. À Merci. très vite. À bientôt. Merci.